Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant 1 heure, bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est 1 heure de direct, on retrouvera notre invité politique à 8 heures. Aujourd'hui, c'est Florian Philippot, le vice-président du Front National, qui sera débriefé par nos éditorialistes Denis Jeanbart et Yves Tréhard. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée des matinales d'info. Mais tout de suite, le JT des territoires. Le candidat à la primaire de la gauche en vue de l'élection présidentielle en 2017, Arnaud Montebourg, était en campagne à Montpellier hier. Il était d'ailleurs notre invité dans Territoire d'info et il a rencontré des jeunes de l'association Le Refuge qui aide les victimes d'homophobie. L'ancien ministre de l'économie ne semble pas s'inquiéter de la candidature du Premier ministre Manuel Valls qui reste selon lui le théoricien des gauches irréconciliables. On l'écoute au micro d'Anaïs Tourès de TV Sud. J'ai juste à dire que je souhaite rassembler les gauches et que Manuel Valls est le théoricien des gauches irréconciliables, ce qui, pour moi, est contradictoire avec le désir de rassembler les gauches. Donc, pour ma part, je veux réconcilier les gauches. Voilà, ce sera une œuvre difficile, mais il faut le faire. En tout cas, je vais m'y atteler. Sans transition, 1134, c'est le nombre de femmes et d'hommes hébergés en urgence l'hiver dernier à Nice. La ville a présenté son plan grand froid, 3 axes principaux, la mise à l'abri des plus démunis, l'accompagnement des sans-abri et la coordination des services d'urgence. Lucie Camin pour Azur TV. Mieux coordonner les actions pour venir en aide aux plus démunis. Voici la feuille de route du dispositif hivernal à Nice pour cet hiver. Un message relayé par la ville cet après-midi et qui s'adresse à tous, même aux citoyens. Au-delà des acteurs sociaux purs, qu'ils soient institutionnels ou associatifs, y impliquer la population pour pouvoir leur permettre de faire des signalements si elles estiment si elles voient une personne en difficulté sociale, mais également en y associant le SAMU, le 15, les urgences qui sont déjà nos partenaires. CCAS, SAMU Social, association, tous les acteurs sont pleinement mobilisés en cette période hivernale pour aider les personnes en situation de précarité. Accueil de jour, centre d'hébergement d'urgence ou encore distribution des repas, les missions sont nombreuses. Il faut savoir qu'il y a environ 400 personnes qui chaque soir viennent manger à ces distributions et donc on ne peut pas le faire assumer par une seule association, donc il y a un regroupement d'associations intéressées par cette problématique avec beaucoup de bénévoles qui se retrouvent chaque soir au centre d'accueil de jour à partir de 19h et ou à la libération à partir de 20h30 et également des associations qui tournent ce qu'on appelle les maraudes. Plus de 20 000 repas sont distribués en moyenne chaque année lors de la période hivernale sur Nice. L'année dernière, 1134 personnes ont quant à elles été accueillies lors de cette même période au centre d'hébergement d'urgence. Enfin, 2 numéros sont à retenir pour tout signalement de cas, le 115 de 9h à 23h et le 112 après 23h. Et maintenant, l'avenir de l'agriculture des pays de la Loire en discussion à Nantes. Le Conseil régional a présenté sa stratégie pour soutenir ce secteur économique en crise. Des mesures d'aide d'urgence avaient été décidées en février dernier. Cette fois, c'est un plan sur 3 ans qui a été défini. Le résultat de plusieurs mois d'échanges entre élus, agriculteurs et industriels. Les orientations de ce programme avec Apolline Laurent pour TV Vendée. 195 millions d'euros, c'est l'enveloppe que le Conseil régional veut consacrer ces 3 prochaines années à la filière agricole. Un secteur en crise depuis plusieurs années maintenant, mais qui pèse dans l'économie régionale. C'est une enveloppe digne de la place que doit prendre l'agriculture et l'agroalimentaire dans notre région. C'est remettre ce secteur d'activité à sa juste place. C'est 20 milliards d'euros, c'est 20% de notre PIB. C'est 110 000 emplois directs, 170 000 emplois induits. Parmi les mesures annoncées, un accompagnement des agriculteurs en difficulté. Mais la région veut également préparer l'avenir en valorisant la formation et en aidant les jeunes agriculteurs à s'installer ou encore à moderniser leurs exploitations, en collaborant notamment avec des start-up.
Mais la région veut aussi impliquer les consommateurs ligériens. C'est le cas depuis février dernier dans les lycées, où les cantines sont incitées à servir 50% de produits locaux et 20% de produits certifiés bio. Renforcer le marché local donc, mais surtout s'ouvrir à l'export puisqu'un plan d'action international doit être défini. Il ne faut pas opposer le marché local avec le marché export. Nous avons besoin des deux. Et par contre, il faut pour ces deux marchés mettre des stratégies spécifiques. Effectivement, on ne peut pas avoir une stratégie développement marché. On aura une stratégie développement marché local. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Regardez notre campagne Manger régional, c'est capital. C'est quand même une vraie réussite. Une vraie réussite. Via Facebook, on n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. Et donc, il faut une stratégie locale et il faut une stratégie à l'export. L'export qui serait un moyen de fédérer les agriculteurs et les industries agroalimentaires pour permettre à l'ensemble de la filière de sortir de la crise. Autant de stratégies qui doivent être mises en place avant fin 2020. Et maintenant, un témoignage exceptionnel et poignant, celui de Frédéric, qui est hanté par ce qu'il a vu le 14 juillet dernier sur la promenade des Anglais. Pour se soigner, il participe à des groupes de parole, des thérapies organisées par l'Association française des victimes du terrorisme et soutenues par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Un reportage d'Azur TV. Le 14 juillet dernier, Frédéric et son fils de 9 ans ont échappé de justesse à la mort. Depuis cette date, la vie de ce quarantenaire s'est arrêtée. Angoisse, incapacité de trouver le sommeil, dépression. Malgré plusieurs entretiens avec des psychologues, Frédéric n'arrive pas à aller de l'avant. Alors il s'est tourné vers un groupe de parole, une délivrance pour ce Niçois. Vous êtes en train de vous noyer, on vous sort la tête de l'eau, vous respirez, quoi. C'est un grand souffle, vous sentez exister, vous n'êtes pas tout seul dans votre coin en train de morfler sur votre sort. Enfin, si on peut appeler ça, même pas, on se sent plus. Je dis son propre sort, on se sent plus en fait soi. Vous vous sentez vivre, tout simplement. Hier, j'ai eu des fous rires que je n'ai jamais eu. Je n'ai pas de souvenir que j'ai eu ça dans ma vie. Je me suis dit, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. J'avais honte même d'avoir été libéré à ce point. Ce groupe composé de 7 personnes s'est réuni toute la semaine pour libérer les angoisses de chacun et aider à la reconstruction. Et les résultats sont bluffants, les victoires s'enchaînent. Frédéric, lui, a passé sa seconde nuit sans se réveiller ni faire de cauchemar depuis 4 mois. Hier, il a même réussi à conduire sur la promenade des Anglais. Il n'y avait que la route qui comptait pour moi. Tout ce qui pouvait perturber, j'essaie d'éviter. Et finalement, j'ai vu un camion blanc, pas très loin de là où ça s'est passé, sur la gauche. Et là, j'ai failli vomir, franchement. C'est une réaction physique, c'est profond. Et pour moi, conduire... même si c'est les premières fois, conduire, reprendre la vie, c'est une grande victoire, c'est énorme. Le fait d'être avec des personnes qui ont vécu la même chose, ça peut faire office de moteur, ça peut donner une impulsion, il y a une dynamique de groupe qui se crée. Ces groupes de parole sont mis en place depuis 2 ans par l'Association française des victimes du terrorisme. 2 psychologues encadrent les séances et des ateliers d'art-thérapie sont également proposés aux bénéficiaires. L'art-thérapie, ça vient en complément des groupes de parole parce que ça permet d'exprimer certaines choses sans passer par la parole parce que nous ne sommes pas tous égaux par la parole. Donc on l'exprime par le corps, lors de l'expression corporelle ou par le processus de création comme dans les ateliers de thérargie. Des séances proposées aux adultes mais aussi aux adolescents et aux enfants à partir de 6 ans. À Nice, près de 70 personnes pourront en bénéficier pour tenter de se reconstruire après une telle tragédie. Vous le savez, depuis le 1er janvier, la transition énergétique et le climat relèvent désormais de la compétence des régions. La région Nouvelle-Aquitaine, qui affiche en la matière des objectifs ambitieux, a réuni pour la première fois tous les acteurs du territoire, issus du domaine de l'environnement, mais aussi du monde économique, des transports ou de l'éducation. Un premier comité régional pour construire ensemble et de façon transversale le futur schéma climat, air, énergie Nouvelle-Aquitaine. Dominique Parmentier pour TV7 en Gironde.
Partant du principe que tout le monde est acteur de la transition énergétique, la région a réuni non seulement les acteurs de l'environnement, mais aussi les chambres d'industrie et d'agriculture, les représentants des transports, des syndicats d'électrification, mais aussi des centres de formation, des lycées, du monde de l'emploi. Une initiative saluée par les participants. Oui, puisque de toute manière, la transition énergétique, ça a des transversalités sur l'économie, sur la recherche, sur l'emploi. Donc tout se tient. Nous, directement, on peut agir pour accompagner ces projets, aider les établissements à faire l'articulation entre le fonctionnement de la structure scolaire et la dimension pédagogique, l'apport de connaissances au niveau des élèves. Eh bien, ce que l'on attend de ce premier comité régional, c'est que dans le domaine des transports, il faut faire un effort pour réduire la pollution par le CO2, les gaz à effet de serre, et que le transport public a tout son rôle à jouer dans la diminution de cette pollution. Et les objectifs de la région se veulent ambitieux. Réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre, d'autant les consommations d'énergie et surtout arriver à 32% de part d'énergie renouvelable d'ici 2021. On en serait encore loin, notamment en matière d'éoliennes. On sait qu'il y a quand même un peu de retard en Aquitaine. Et donc on attend une impulsion effectivement sur ces sujets-là. L'éolien, on est plus faible en ex-Aquitaine. Mais heureusement, il y a l'ex-Poitou-Charentes et l'ex-Limousin qui ont mis en place des parcs éoliens. La transition énergétique, ce n'est pas que les énergies renouvelables. La transition énergétique, c'est d'abord l'efficacité énergétique. C'est-à-dire comment est-ce que je régule mes consommations d'énergie. À confort égal, l'objectif n'est pas de s'éclairer à la bougie. Et par rapport à ce qu'on consomme, de supprimer tout ce qui est énergie fossile. Donc aller vers des renouvelables. Et il y a des initiatives sur l'ensemble du territoire Nouvelle-Aquitaine en termes d'énergie renouvelable. Je peux vous donner le chiffre. Aujourd'hui, à l'échelle Nouvelle-Aquitaine, on est à 19%. Le comité régional des acteurs se réunira 2 fois par an, mais à partir de janvier, ils se retrouveront sous forme d'ateliers thématiques dits de solutions. La résidence de retraite Côté Canal à Aigues-Mortes a un nouveau résident. Il s'agit du robot Compaille, objet d'une étude scientifique. Durant 6 à 8 mois, le corps médical proposera les fonctionnalités dont ils auront besoin pour qu'un robot définitif puisse être mis sur le marché. Il n'a pas vocation à remplacer le travail humain, mais plutôt à soulager le personnel dans certaines tâches, en plus de son côté ludique. Anime Charles Arrigoni pour TV Sud. Il s'annonce avec du Barry White et il fait déjà le bonheur de ces dames. Lui, c'est Compaille, traduisez ça par compagnon en basque, sa région d'origine. Ce robot a intégré la résidence de retraite Côté Canal à Aigues-Mortes, car l'établissement fait partie d'une étude scientifique. Le robot aujourd'hui, ses fonctionnalités, c'est surtout sur du ludique, sur de l'accompagnement d'animation, sur des ateliers cognitifs. Voilà, nous, au fur et à mesure de l'étude, on va pouvoir proposer des fonctionnalités qui vont pouvoir nous aider au quotidien dans la prise en charge des résidents. Ce robot n'a pas vocation à remplacer le travail humain qui reste indispensable dans ce genre d'établissement, mais plutôt à aider tout le corps médical dans certaines tâches, comme le transport des patients grâce au guidon de transfert, mais pas seulement. Tu peux aider par rapport à un refus de soins, des résidents qui, lors de pansements douloureux par exemple, ont tendance à ne pas vouloir se laisser faire, où les soignants ils vont à 2 soignants, un pour divertir et un pour soigner. Et le robot, à l'intérieur, on pourrait par exemple penser qu'on pourrait y mettre des photos ou une musique que le résident apprécie particulièrement afin de divertir son esprit vers autre chose et non vers le soin lui-même qui est plutôt invasif. Compaille fonctionne pour le moment à l'aide d'une manette, mais à terme, il devrait pouvoir être piloté à distance et se rendre dans les chambres tout seul. L'établissement gardois est le seul d'Europe à tester ce robot d'une valeur de 20 000 € et l'étude durera entre 6 et 8 mois. Et en plus, il a les yeux verts. Avant d'accueillir les éditorialistes de la presse quotidienne régionale, une revue de presse de vos journaux ce matin, dans un instant.
Avec la presse quotidienne régionale centrée sur Manuel Valls, évidemment aujourd'hui. Valls quitte Matignon pour viser l'Elysée. 4 jours après le renoncement de François Hollande à briguer un nouveau mandat, Manuel Valls a annoncé hier soir qu'il se présentait à l'élection présidentielle. Il se porte aujourd'hui candidat à la primaire du PS et quitte Matignon tout à l'heure. Valls quitte Matignon pour viser l'Elysée, c'est dans la Charente libre. Pour le Courrier Picard, c'est Valls entre dans la danse. Pour Ouest France, c'est candidat à l'Elysée, Valls démissionne. Pour le Télégramme, c'est dans le grand bain. Et pour Paris-Normandie, c'est sans surprise, il y va. Pour La Montagne, il veut rassembler, avec une photo du meeting à Évrières à la une de La Montagne. Pour La Dépêche, pourquoi Valls est candidat et quittera son poste de Premier ministre aujourd'hui. Pour l'Indépendant, c'est je suis candidat, avec son slogan faire gagner tout ce qui nous rassemble. Enfin, pour La Provence, c'est Manuel Valls entre dans la danse. Voilà, on va maintenant passer au débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale qui sont sur ce plateau avec moi. Philippe Martin pour Région Magazine. Bonjour. Vous en êtes le directeur de la rédaction. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous. Olivier Allemand, le directeur général de Campagne TV, notre partenaire de cette matinale d'info qui nous diffuse sur Campagne TV 3 fois en direct, par jour, bien sûr. Direct. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Et Guillaume Doyen, le directeur de la rédaction de la Gazette des Communes, qui est un habitué de ce plateau. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous. Manuel Valls, candidat à la primaire socialiste. On écoute, il était hier soir à Évry, il veut enclencher un processus de réconciliation avec son camp. Je constate la division à gauche. Mais jusqu'à quand allons-nous subir ce spectacle? Voilà un beau motif de sursaut. Il y a une exigence de rassemblement. Et au fond de nous, je sais qu'il y a une envie de se retrouver. Guillaume Doyen, vous l'avez trouvé comment le Premier ministre hier soir? Évry. Écoutez, c'est pas simplement ce qui va être intéressant dans la primaire à gauche, c'est pas simplement une histoire d'hommes, c'est une histoire de programme. Autant à droite, c'est une histoire de curseur, c'était moins d'impôts, moins de dépenses. Là, il faut savoir quelle est la doctrine de la gauche. C'est ça qui va se jouer. C'est est-ce qu'on relance sur la forme, là, on vient de l'écouter, vous l'avez trouvé comment? Pas extraordinaire, je n'ai pas été spécialement marqué, il en a fait un peu trop. Évidemment, il a voulu corriger ses points les plus faibles, ce qu'on lui reprochait le plus. Je n'ai pas été ébloui par le discours d'entrée en campagne de Manuel Valls, ça, je vous le dis très nettement. C'est la suite qui va m'intéresser. C'est pas sur le bonhomme que ça va compter, je pense, c'est sur le programme et l'affrontement des programmes, là. Philippe Martin, Région Magazine, quand on voit les réactions de certains leaders de gauche, à commencer par Arnaud Montebourg, il avait démarré hier dans Territoire d'Info, il était notre invité depuis Montpellier, on se dit que c'est pas du tout gagné pour Manuel Valls. On se dit que l'union est un combat, à gauche comme à droite d'ailleurs, plus particulièrement à gauche, et que ça va durer un bon moment, et que ça va être très compliqué. Effectivement, je suis d'accord avec mon confrère, c'était très long hier soir. Les 5 premières minutes, c'était parfait, il aurait dû s'arrêter là. Je pense qu'il a encore eu un communicant qui lui a fait un texte interminable. On dit qu'il y a beaucoup de com là-dedans ce matin. Oui. On dit que Olivier il y avait son responsable de la communication de Matignon qui était présent. Harold Dozy, qu'on a vu traiter un certain nombre de gens en premier rang. Exactement, tout était bien organisé. Le discours a été écrit, mais je pense qu'il a été écrit à l'avance et il a été suffisamment anticipé par plusieurs équipes de communication. Et après, moi, je rejoins un petit peu votre position. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas en position d'être le préféré des sondages. Pour moi, c'est un outsider aujourd'hui, parce que réconcilier les gauches, justement, avec les différentes doctrines qui s'opposent, avec vraiment des points extrêmement clivants, je pense que ça va être très, très compliqué. Alors, froideur des Hollandais, c'est clair. Réaction des gauches très contrastée. Et puis il y a Emmanuel Macron qui était parti à New York, peut-être fort à propos d'ailleurs, et qui continue de dire, il l'a dit hier, qu'il était 3e dans les sondages, lui-même, Emmanuel Macron, et que la gauche n'avait aucune chance d'être présente. Écoutez, on est tellement tôt actuellement. Alors, on va arrêter avec les pronostics parce qu'on s'est largement planté précédemment. Donc on va maintenant... Vous, pas nous. On va regarder... Vous. Non, vous êtes innocent, vous. Vous n'avez rien à voir. Je pense qu'on va plutôt s'intéresser maintenant au programme, au projet, et puis laisser tomber les sondages, qui va gagner, qui va perdre. Les Français décideront. Sur son projet, on va s'intéresser là-dessus. Sur son projet, est-ce que ce projet est capable de fédérer? Sur le projet, sur les projets macroniens, c'est un projet libéral, social-libéral. Par rapport à celui de Valls. Alors, celui de Valls, il y a quand même plus l'incarnation de l'État. Son homme, c'est Clémenceau. C'est raide de la nuque, un peu militaire. Il a un bilan quand même aussi. Il a un bilan avant son projet. Il hérite d'un bilan.
Il était Premier ministre. Il hérite d'un bilan, c'est que c'est son... Il est le bilan. Il est le bilan, voilà. C'est bien là le problème, Philippe Martin? Oui, on verra à l'autopsie, comme on dit, mais je ne suis pas sûr qu'il a fait le bon choix en y allant maintenant. On voit bien là depuis quelques mois que les sortants sont sortis tout le temps. Et lui, il est même pas sortant, il y est encore jusqu'à ce matin. Donc ça va être très compliqué de défendre ce bilan qui paraît peu défendable ou de s'en retirer alors qu'il l'incarne totalement. Ça va être très compliqué. Guillaume Doyen, il va être en plus dépourvu des attributs que vous décrivez, un peu martiaux du Premier ministre. C'est-à-dire, voilà, il va à l'étranger, il rencontre son homologue. Il y a toute la mécanique de Matignon autour qui ne va plus exister probablement aujourd'hui ou demain. Lors de la dernière primaire, il avait été un outsider, il avait été l'homme de la TVA sociale, par exemple. C'était à gauche celui qui tenait le discours le plus à droite. Maintenant, il doit quand même se recentrer. Maintenant, ce qu'il vise, c'est la victoire. Et pour lui, ça va être difficile, je pense, quand même, parce qu'il a mené une politique de rigueur pendant 5 ans. Il s'en défend, il ne voulait pas prononcer le mot, mais peu importe. Il a mené une politique de rigueur. Cette politique est une politique du centre-droit, en réalité. On va voir ce qu'il peut faire pour unifier les gauches après avoir tenu une politique qui n'est traditionnellement pas celle de la gauche. Quand on pense Manuel Valls, on pense quand même Olivier Allemand clivage. Il a clivé. Et là, il est dans un positionnement complètement contraire. Donc il faut refaire un grand écart. Oui, mais il a passé justement son temps à cliver, à essayer là aussi d'imposer son point de vue au reste de la gauche. Donc c'est vrai que ça va être très difficile de rassembler aujourd'hui. Après, c'est clair que dans son discours hier, il a quand même fait le grand écart sur un certain nombre de points, et notamment sur un point, moi, qui me touche plus particulièrement, mais qui est vraiment celui de l'alliance du rural et de l'urbain, parce qu'il en a fait écho dans son discours. Ce qui est assez marrant, c'est que Fillon, dans son premier discours post, là aussi élection, a justement mis cette thématique à l'honneur, et Manuel Valls hier aussi. Là aussi, faire gagner tout ce qui nous rassemble, c'est aussi rassembler les urbains et les ruraux, et c'est une thématique de justice sociale qui n'était pas là aussi au cœur du programme de Manuel Valls au départ. Il parle beaucoup des territoires, ce qui pour nous est intéressant. Il a mené à bien de Région Magazine. Vous êtes sensible à ça? Oui, sensible. Il a été vice-président de la région Île-de-France pendant très longtemps, donc il connaît le fonctionnement des régions. C'est le cas aussi de François Fillon, d'ailleurs, qui a été président de la région Pays de la Loire. Il a mené à bien la réforme territoriale, qui a clapoté pendant 3 ans, mais quand il est arrivé à Matignon, en quelques mois, on a voté la loi NOTRe, la loi MAPAM, le découpage des régions, les intercommunalités. Ça a été fait. Donc il peut en parler avec une vraie légitimité, et je pense que c'est important dans le contexte, sauf que le gouvernement n'a jamais réussi à vendre cette réforme. Pourtant, elle est plutôt menée à bien. Et la réforme territoriale, ça restera un marqueur du quinquennat de François Hollande, Guillaume Doyen. Elle est réussie, selon vous? Vous dirigez la rédaction de la Gazette des Communes. C'est déjà beaucoup. Alors, dans le mot d'adieu de Hollande, d'adieu, de non-candidature, il disait cette réforme dont on parlait et que personne ne faisait. Il l'a fait, et c'est vrai, c'est assez fort de l'avoir fait. On rappelle pour les téléspectateurs qu'on est passé à 13 régions. Oui, 13 régions. Il a redécoupé toutes les intercommunalités. Il y en a 40% en moins. Il a redéfini les compétences. Donc il a fait beaucoup de choses. Peut-être critiquables, mais elles sont faites. Mais ce que les élus n'oublieront pas, et ce que les territoires ne vont pas oublier, c'est qu'il a aussi beaucoup diminué la dotation de fonctionnement. Ce que la droite ne réussissait pas à faire, il l'a fait. C'est baisser fortement les dépenses de l'État en direction des collectivités. Et ça va rester aussi. Voilà, dans ce temps-là, la cote de François Hollande, plus 13%, 29%, presque 30 disent approuver le chef de l'État aujourd'hui, Olivier Allemand. Oui, c'est assez quand même révélateur. Il double quasiment sa cote de popularité. Comme quoi, en fait, ce que lui reconnaissent les Français, c'est d'avoir renoncé et d'avoir justement d'avoir eu ce courage-là, entre guillemets. Alors, pronostic, qui pour lui succéder? Alors vous avez une idée, mais un peu orientée votre idée. Oui, mon idée elle est peut-être un peu orientée, mais je vais me risquer un pronostic, ce que Guillaume ne veut pas. Pour succéder à Manuel Valls, bien sûr, pas à François Hollande, non, bien sûr, je précise. Pour succéder à Manuel Valls, non mais je pense qu'il va vraiment s'entourer d'un cercle d'hyper proches sur les 5 derniers mois. Donc évidemment, pour moi, Stéphane Le Foll fait partie du favori, et pour le remplacer à l'agriculture, je pense que Guillaume, là aussi, qui est un fidèle parmi les fidèles, un Hollandais historique, serait le plus à même. Et en tout cas, c'est mon pronostic aujourd'hui. Donc le ministre de l'Agriculture. Oui, le ministre de l'Agriculture, il a été porte-parole du gouvernement. Il a réussi à l'agriculture, ou il y a quand même eu un certain nombre de frictions avec ce monde-là? Alors, il y a eu un certain nombre de frictions parce qu'il a défendu une vision de l'agriculture qui est plus raisonnable en termes d'intrants chimiques. Mais quoi qu'il en soit, c'est le seul aujourd'hui à avoir une vision transversale des dossiers, vu qu'il a été porte-parole en amont. Et un vrai fidèle. Et un vrai fidèle. Donc je pense qu'il a vraiment toutes les qualités requises pour pouvoir avoir ce poste-là. Philippe Martin, alors un plan à 500 000 formations et un vrai bilan dans Région Magazine, avec des chiffres, le rôle des régions et le témoignage des chômeurs. Expliquez-nous.
Est-ce que vous savez combien de demandeurs d'emploi suivent une formation pendant leur période de chômage en France, Cyril? Vous allez nous le dire. 1 sur 10. 2 sur 3 en Allemagne. Et est-ce que vous savez combien de demandeurs d'emploi qui ont suivi une formation retrouvent du travail après? Non. Dans les 6 mois. 67%. Là, tous les sondages, enfin tous les chiffres, c'est pas des sondages. Donc c'est un vrai bilan. Donc ça c'est les chiffres avant. Donc l'idée de faire un gros effort sur la formation, c'est une vraie bonne idée. Et la vraie deuxième bonne idée, c'est d'y avoir associé pour la première fois les partenaires sociaux, les chefs d'entreprise et surtout les régions qui sont en charge du pilotage de ce plan, qui connaissent bien quand même les bassins d'emploi, les territoires. Et c'est pour ça qu'on peut penser que ça fonctionne. En tout cas, au niveau quantitatif, on va arriver aux millions de formations dans l'année entre avril 2016 et 2017. Au plan qualitatif, on saura 6 mois après si les gens ont retrouvé du travail. La seule question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir attendu 4 ans pour mettre ça en place. Il fallait le faire dans la première année du mandat. Alors globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce bilan? On peut dire que ça a remis en action tous les acteurs de la formation. Ça, c'est la bonne chose. Les régions, Pôle emploi, qui a été boosté. On a beaucoup critiqué d'ailleurs. Oui, mais qui là, s'est remotivé, s'est remis sur le travail. L'AFPA. Ils sont efficaces, Pôle emploi? Ah oui, sur la formation, maintenant, ils le sont en tout cas. Mais ils avaient vraiment besoin de ce coup de booster. L'AFPA, qui est le premier organisme de formation professionnelle, qui était pratiquement condamné à disparaître, s'est relancé autour de ça. Et dans le numéro de Région Magazine, vous lirez des témoignages de demandeurs d'emploi qui ont retrouvé du travail, enfin, qui ont d'abord retrouvé une formation et parfois déjà du travail grâce au plan. Très bien. Une deuxième c'est un numéro spécial, je crois, sur les Pays de la Loire et la course en tête. C'est quoi? C'est le Vendée Globe là qui est en jeu? Alors c'est un jeu de mots autour du Vendée Globe. C'est aussi la région qui a le taux de chômage le plus bas quand même, 8,2%. Vous en parliez tout à l'heure avec le plan de relance de l'agriculture, le plan de sauvetage de l'agriculture. C'est une région qui a énormément d'atouts et c'est la région qui a le taux de chômage le plus bas, qui est maintenant en dessous de l'Île-de-France, en dessous de la Bretagne, parce qu'il y avait un match à 3. Maintenant ils sont passés nettement. Donc la course en tête, c'est pas seulement un jeu de mots sur le Vendée Globe. Alors en plus il se trouve que le président, c'est Monsieur Retailleau, président de la région Pays de la Loire, un filloniste de la première heure et dont on peut penser qu'il sera appelé à d'autres fonctions si jamais, on ne sait pas, François Fillon était lui-même élu dans un an. Ce qui est intéressant dans le maillage, en tout cas, des Pays de la Loire et de la Vendée, c'est que c'est essentiellement quand même des entreprises familiales. Ah, oui. Et ça aussi, aujourd'hui, dans les réflexions régionales sur la croissance des territoires, c'est vraiment ça. À partir du moment où on fait confiance à des entreprises familiales et de taille humaine, avec là aussi, un maillage économique régional, ça marche, quoi. C'est la preuve, en tout cas, dans les Pays de la Loire. Ouais. Guillaume Doyen, vous dirigez la Gazette des communes et c'est le pari de l'économie collaborative. Alors c'est quoi? C'est ce covoiturage, l'exemple que les Français connaissent le mieux? Oui, il y a celui-là. Il y a aussi celui du partage des déchets. Je te donne ce que je ne veux plus, par exemple. Il y a un tas d'initiatives comme ça qui les garages sont menées, comme on dit. Oui, vous pouvez imaginer des tas de choses. On vend en fin de semaine, ces vieux meubles, tout ce qui marche plus. Il y a un tas d'idées comme ça en France, un tas d'idées dans les régions, dans les villes. Et nous, on est allé voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas et pourquoi ça n'avait pas marché. Pourquoi il ne faut pas faire les choses pour faire joli, pour faire économie collaborative, pour avoir une appli, etc. Pourquoi il faut penser une carte à jouer pour le territoire. Voilà, il faut jouer cette carte parce qu'elle est pas très coûteuse et qu'elle peut impliquer la population. Mais cela dit, elle peut très bien aussi se planter complètement. Donc il ne faut pas faire les choses pour faire joli et politique. Alors j'ai retenu un chiffre, 7 milliards d'euros. C'est le poids de l'économie collaborative en France. Ça paraît énorme, non ? Non, ça me paraît pas. Je ne suis pas plus surpris que ça. Si vous additionnez toutes les applis dont on se sert au quotidien, tout ce qui est possible de faire aujourd'hui, non, c'est pas très surpris, non. Mais moi, je trouve que c'est un chiffre important. Je pense que ça va beaucoup augmenter encore. Alors, collaboratif, le Made in France, il peut l'être aussi. Je pense à Arnaud Montebourg, qui était notre invité hier dans Territoire d'Info. C'est cher, c'est son thème. Hein. Lui, il fait campagne là-dessus. Et là aussi, il y a des possibilités de rester Made in France, du coup. Oui, ça peut aider aussi les productions locales à s'écouler. Effectivement, le collaboratif, c'est aussi les circuits courts. Ça permet aussi de valoriser ce qui est produit sur place et de le vendre à proximité. C'est aussi ça. Également. Mais là aussi, ça permet de créer de la valeur ajoutée dans le territoire parce qu'on crée de nouveaux métiers grâce à cette économie collaborative ou économie circulaire. Par exemple, donnez-nous des exemples concrets. Très concrètement, aujourd'hui, quand on jette tous nos déchets bois, par exemple, eh bien aujourd'hui, il y a des entreprises qui se sont créées pour essayer soit de redonner une seconde vie en recustomisant en fait ces déchets bois, ou soit en les transformant en copeaux pour le chauffage urbain, par exemple. Voilà, et ça, c'est vraiment des nouveaux métiers qui se créent et qui créent la valeur ajoutée dans les territoires parce que ce sont des métiers qui sont non délocalisables, donc très made in France. Merci Olivier Allemand de Campagne TV, merci Philippe Martin, Région Magazine, et merci Guillaume Doyen de la Gazette des communes. On passe à la météo des territoires, la seule des matinales d'info, c'est la nôtre, où vous pouvez voir aussi le temps qu'il fait dans les départements français d'outre-mer.
La météo vous est présentée par Teroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Teroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, c'est l'heure du Zap Élysée, le premier zapping politique des matinales d'info télé. Oui, je suis candidat à la présidence de la République. À lui, aujourd'hui, de trouver les mots, les comportements, les attitudes pour réunir, pour fédérer, pour rassembler. Vous êtes fâché? Oula, c'est pas très chaleureux. Fâché? Non, je suis pas fâché du tout. Les ponts sont pas coupés, mais il appelle pas son porte-parole pour annoncer sa candidature à la présidentielle. C'est au-delà des mots. C'est une conviction totale. Je veux tout donner pour la France qui m'a tant donné. Le président de la République française sortant, qui devait être candidat à sa propre succession, se retrouve dans l'incapacité de se présenter parce que et Macron et Valls ont tout organisé pour le faire renoncer. Et lorsqu'on pense que c'est François Hollande qui a fait leur carrière, eh bien voilà, c'est le combat des traîtres à gauche aujourd'hui. Pour les raisons que je vous ai dites, je prendrai du temps et je ferai mon choix avec le recul nécessaire. D'ailleurs, lui, ils essaient. On est en train d'essayer de m'empêcher de parler. Et je ne vois pas pourquoi on m'empêcherait de parler et pourquoi il y aurait une telle autorité, une telle mise en scène pour ça. Les choses. On vous invite pour non, vous mais je ne parle pas de vous, madame. Je parle des primaires. À François Hollande, je veux dire mon émotion, mon affection. Sa décision est celle d'un homme d'État qui place l'intérêt général au-dessus de tout. L'hommage qu'il a rendu à François Hollande a dû faire sourire beaucoup de Hollandais, quand on sait qu'il a achevé politiquement le président de la République il y a quelques jours. Donc je crois que Manuel Valls est très bon sur les estrades, mais il nous a montré le contraire quand il était Premier ministre. Le problème n'est pas d'être le candidat de la gauche, ou même de gagner une primaire. Le problème est de savoir comment on est unis, non pas autour d'un homme providentiel ou d'une femme providentielle, mais autour de nos valeurs. On sent qu'il a du mal à garder ses nerfs, et on le voit souvent très énervé, très agressif, ce qui n'est pas rassurant pour quelqu'un qui veut maîtriser le bouton nucléaire ou l'ensemble des responsabilités qui incombent à un chef de l'État. J'ai pu avoir des mots durs, susciter des débats, des incompréhensions. C'est ça la gauche, c'est le débat, c'est la controverse. Mais j'ai toujours assumé les décisions collectives, parce que c'est ça aussi l'esprit de la gauche. Vous connaissez un meilleur candidat? J'en connaissais un. Oui. Je serai présente pour soutenir un candidat qui représente le cœur des valeurs du Parti socialiste. Est-ce que c'est Manuel Valls qui représente les valeurs? Ce n'est pas évident, on va voir. C'est lui qui avait voulu, je crois, débaptiser le Parti socialiste. Bref, il a un certain nombre d'éléments à son actif biographique qui montrent qu'il n'était pas toujours finalement dans la tradition politique que je représente. Mais après tout, je ne donne aucune leçon à personne de ce que doit être la gauche. Quant à Emmanuel Macron, en voyage à New York, il n'a pas souhaité commenter cette candidature concurrente depuis l'étranger. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique de Territoire d'Info, c'est Florian Philippot. Bonjour. Vous êtes vice-président du Front National, on le sait, député européen et conseiller régional de la région Grand Est. Merci d'être avec nous pour vous interroger à mes côtés ce matin. Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour. Et Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour Gilles. Florian Philippot, on va de surprise en surprise. François Fillon, Hollande pas candidat. Est-ce que c'est de nature à changer la stratégie de Marine Le Pen élaborée depuis l'été pour l'élection présidentielle? Honnêtement, non. Ça, si vous voulez, on a remplacé les présidents déchus par leur Premier ministre, messieurs Fillon et
Valls, s'il est désigné, je ne sais pas s'il est désigné, en tout cas il se lance dans la course. Pour le reste, ça ne change rien. Ils portent les mêmes bilans, les mêmes politiques, les mêmes trahisons, les mêmes échecs. Et nous allons nous tenir bien éloignés de ces guéguerres internes, ces guerres d'ego, et continuer à creuser notre sillon. Nous avons dans quelques jours une grande convention sur la protection sociale, la santé, qui est un grand sujet. On sort d'une convention sur l'énergie, l'écologie. Vous allez dérouler, comme on dit. Oui, on va continuer à faire des propositions de fond. Marine Le Pen revient d'un voyage outre-mer, à La Réunion, l'île de Mayotte, où elle a dit des choses importantes. Voilà, donc je crois que c'est à eux de faire leurs preuves. Ils veulent se lancer dans cette affaire. Parfois, on se demande ce que Manuel Valls vient faire dans cette galère pour lui. Enfin, c'est son À propos de Manuel choix, Valls, justement, pour vous, mais c'est à lui de faire ses preuves. Oui, mais c'est un adversaire coriace pour vous s'il remportait la primaire ? Non, c'est un adversaire cabossé. Enfin, ils sont carbonisés, ils sont cramés, ils sortent de la rincée. Ils sortent d'un quinquennat qui a été objectivement catastrophique, avec des centaines de milliers de chômeurs en plus. Là, on vient d'apprendre par l'INSEE que le taux de pauvreté repartait à la hausse en France. Un Français sur 7 est en dessous du seuil de pauvreté. Enfin, c'est considérable. Et puis le terrorisme islamiste, le communautarisme, et la crise migratoire qui n'a pas du tout été jugulée, au contraire. La soumission à l'Union européenne. Enfin, je veux dire, on peut faire la liste de tout, et on voit que... Vous ne voyez pas la gauche au second tour de la présidentielle. On ne doit jamais dessiner les choses avant qu'elles n'aient lieu. Les Français voteront comme ils l'entendent. Mais objectivement, ça n'est pas parce que on tente de se présenter comme neuf, qu'on l'est aux yeux des Français. Même si on défend, c'est ce que Manuel fera probablement, la laïcité, la République, l'autorité. C'est des valeurs qu'il entend incarner dans cette campagne. Par rapport à ce fond-là, quel regard vous portez ? Ce sont des postures. Ce sont des postures qui, au pouvoir, sont devenues des impostures. Il avait déjà cette tonalité dans le discours il y a quelques années, avant même d'être Premier ministre, les discours un peu fermes, on se souvient sur les Roms, sur la laïcité, effectivement. Et puis qu'est-ce que ça a donné au pouvoir, ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre? Absolument rien. Si vous voulez, il m'a toujours fait penser, moi, Manuel Valls, à la technique Sarkozy, que reprend d'ailleurs un petit peu François Fillon aujourd'hui, c'est-à-dire le verbe fort quand on est en campagne, mais la main molle, la main très très molle, on est aux responsabilités. Attendez, la candidature de François Fillon offre quand même à la gauche la possibilité de présenter une alternative claire. C'est pas tellement un avantage pour Marine Le Pen, ça. Mais si vous voulez, moi je pense que la gauche, très divisée, il y a même des gauches, nous avait dit Manuel Valls, irréconciliables. Donc, si elles sont irréconciliables, c'est qu'elles seront structurellement divisées. Elles ne seront pas en mesure, on le voit bien, elles sont trop faibles d'incarner une alternative, et puis elles sortent d'un quinquennat où on a vu qu'elles n'incarnaient pas une alternative. Non, je pense que Marine Le Pen est le seul rempart face à François Fillon et à son projet de Donc casse. vous avez d'ores et déjà choisi votre adversaire, hein. C'est François Fillon. Aujourd'hui, c'est lui qui apparaît comme le plus solide face à nous. C'est un projet de casse sociale, de casse de la santé, de la sécurité sociale. On pense à nos personnes âgées, on pense aux classes moyennes qui auront du mal à se rembourser et à se faire rembourser leurs soins. Et c'est un projet très laxiste, si vous voulez, du point de vue des questions régaliennes, du point de vue de la sécurité ou de l'immigration. Marine Le Pen, c'est le rempart face à François Fillon. Le seul rempart viable, en réalité. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe? Je sens un peu derrière vos propos qu'au fond, vous allez défendre, par exemple, la retraite, les 35 heures, la fonction publique, l'assurance maladie, vous venez d'en parler. Ce sont des valeurs, au fond, conquises un peu par la gauche. Est-ce qu'il n'y aura pas un peu un paradoxe dans cette campagne? On a un peu cette impression-là. Si vous voulez, Le FN qui défend des valeurs de gauche. Non, mais le pacte social, pour moi, il n'est ni de gauche ni de droite. Il fait partie maintenant. Donc on n'y touche pas. De notre identité. C'est tabou. C'est pas ça. Il y a toujours des réformes à faire. Mais au bout d'un moment, quand on a face à soi quelqu'un qui se présente en mode bulldozer, qui veut tout casser, qui veut augmenter la TVA pour tout le monde, mais supprimer l'ISF. Alors, quelle réforme? Qui veut quand même, sa conseillère santé nous dit on va sortir la grippe, les troubles digestifs, le dentaire, les prothèses auditives. Quelle réforme de l'assurance porte le Front maladie. National? Quelle réforme porte le Front National? Par exemple, les 500 000 fonctionnaires. Est-ce que ça vous paraît quand même pas évident qu'il faille peut-être réduire le nombre de fonctionnaires? La France emprunte chaque année 200 milliards sur les marchés pour payer son administration. Il faut faire quelque chose, non? Si vous dites aujourd'hui on supprime 500 000 fonctionnaires, il faut savoir qu'on casse complètement le service public. Il faut le savoir. Voilà. Mais est-ce que le Front National est pour supprimer on un certain nombre de fonctionnaires? On l'a fait à moindre dose sous Sarkozy, ça a cassé la police, ça a supprimé les renseignements généraux, ça a cassé la gendarmerie, ça a cassé l'armée. Et je ne parle même pas de l'hôpital. On va recommencer en pire, en 5 ou 10 fois pire. Je pense que ce serait suicidaire. Le Front National dit, attention, on n'est pas là pour gérer la pénurie comme ils l'ont fait en Grèce, comme ils l'ont fait en Europe du Sud. Ça ne sert à rien. Ça ne réduit même pas la dette. Parce que ça crée un phénomène de contraction de l'économie. On produit de moins en moins et en réalité, donc, on a de moins en moins de croissance, moins en moins
moins d'emplois et de plus en plus de déficits et de dettes. Il faut relancer la machine. On relance la machine non pas en la contractant, mais en mettant du bois, si vous voulez. Et comment on fait pour mettre du bois? On fait le patriotisme économique. On fait ce qui marche dans le monde. Et on laisse aide les déficits et on se contente de la dette. Par exemple, on sort de cette dépendance par rapport au marché financier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le deuxième budget de l'État, derrière l'éducation nationale, c'est le remboursement au marché financier. C'est à peu près 50 milliards d'euros par an. C'est considérable, beaucoup plus que ce que rapporterait la suppression de 500 000 fonctionnaires. Oui, vous n'avez pas répondu à ma question. Non, mais là, c'est un vrai sujet, un vrai débat. Oui. Est-ce que le Front National touche aux fonctionnaires ou non, au nombre de fonctionnaires? Vous voyez, on n'est pas idéologique, on est pragmatique. Il y en a trop. C'est vrai, dans les grosses collectivités locales, je pense aux régions, je pense aux intercommunalités, il y a des doublons, on le sait bien, la Cour des comptes l'a dit 150 fois. Et là, il faut ne pas remplacer tous les départs en retraite. Il faut même probablement faire un grand ménage dans les collectivités locales du point de vue institutionnel. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui des régions du point de vue administratif ? Je ne suis pas convaincu. Moi, je pense que des élus au niveau départemental qui se réuniraient simplement pour la coordination régionale régulièrement, ça suffirait largement. Vous supprimez la dernière réforme sur le nouveau découpage. Moi, je reviendrai aux vraies régions. L'Alsace, par exemple, la Lorraine, la Picardie, enfin les régions combien qui existent, il y en avait une vingtaine. Là, aujourd'hui, il y en a 13. Simplement, aujourd'hui, il y a des structures administratives, il y a des conseils économiques et sociaux et environnementaux régionaux qui coûtent très cher. Il y a chez moi, dans le Grand Est, on est 169 élus. Tout cela, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop. Il faut beaucoup moins d'élus et réunir simplement, je le dis, les élus des départements, qui eux sont essentiels. Les départements sont essentiels. Et on touche au nombre de députés au niveau régional. Puisque vous parlez un peu de ce sujet-là. Nous allons présenter un projet précis là-dessus, mais je pense qu'il faudra aller vers une forte réduction. Voilà. Et peut-être même, et là je parle à titre personnel, et je n'engage pas notre candidate qui tranchera, mais moi je suis pour la suppression du Sénat. Voilà, je suis désolé de le dire ici, mais c'est mon côté gaulliste, vous voyez. Je suis pour la suppression du Sénat et je souhaite que les maires, par contre, les maires et les maires de la ruralité soient représentés peut-être différemment. On peut imaginer d'autres formes de représentation pour que les maires et les petites communes soient mieux représentés. Porter chance, Florian Filipponi, comme le disait Gilles Leclerc, à Matteo Renzi, qui a perdu, vous le savez, le référendum en Italie. Même si vous me permettrez de ne pas mettre sur le même plan le général de Gaulle et Matteo Renzi, qui n'était qu'un homme de Europe, Bruxelles. Justement, puisqu'on parle de l'Europe, tout le monde parle d'une montée de la droite que vous représentez. C'est pas aussi simple, puisqu'en Autriche, on l'a vu, c'est un écologiste qui a gagné. Alors moi je représente d'ailleurs ni la droite ni autre chose. J'essaie de représenter le camp qui défend la souveraineté nationale. En tout cas, vous faites partie d'un groupe à droite. Voilà. D'un groupe de patriotes. Et si vous voulez, alors en Autriche, vous parlez de l'Autriche. Oui, notre candidat allié, je le regrette, il a perdu, c'est vrai, l'élection présidentielle. Il l'a perdu avec 48% des voix. Bon, ce qui est une défaite classique, il faut bien un gagnant, un perdant. Parfois, le patriotisme, ça passe. Ça a donné le Brexit, ça a donné Trump. Chez nous, ça a donné des mairies, ça a donné des cantons, des circonscriptions. Parfois, ça ne passe pas. C'est le jeu de la démocratie. Ce que je constate en revanche, et ça c'est un vrai progrès, c'est que de plus en plus, les débats de second tour ne se font plus entre droite et gauche. Parce que l'imposture de ce vieux clivage qui ne représente plus de vraie différence a été levée, mais les seconds tours opposent le camp des mondialistes au camp des patriotes. Et parfois les patriotes gagnent, parfois ils perdent. Oui, mais on voit en Autriche, il y a quand même un plafond de verre que le parti de Norbert Hofer n'a pas réussi à dépasser. Alors ça peut vous concerner aussi en France. Pour 2017, vous dites notre adversaire, c'est François Fillon. On voit quand même, on imagine qu'il y aura une coalition entre guillemets des Républicains. Et que là encore, le Front National va faire passer moi l'expression chou blanc. Il n'y a pas de plafond d'air, il a juste perdu à 48% et ils sont en tête là pour les sondages, dans les sondages pour les législatives autrichiennes de 2018. Oui, mais ils ne pourront pas gouverner seuls, même s'ils sont en tête en 2018, ils ne pourront pas gouverner seuls. Le mode de scrutin permet le mode de scrutin n'est pas le même qu'en France là-bas, mais je ne crois pas qu'ils aient l'intention d'ailleurs de gouverner seuls, mais on verra bien. Mais pour l'instant, ils sont à plus de 35% dans les sondages. Vous dites qu'ils feront une coalition au second tour. Oui, vous avez raison, on le sait. Et il y aura une ambiance d'hystérie entretenue par l'oligarchie dans l'entre-deux tours. Et je crois que les Français doivent s'y préparer si Marine Le Pen et François Fillon sont bien qualifiés pour le second tour, évidemment. Et d'ailleurs, la vraie question... Vous avez un petit doute là-dessus? Parce qu'on a tellement dit que Marine Le Pen sera au second tour. Aujourd'hui, on entend un discours un peu différent de la part de vos adversaires en disant ça n'est pas évident. Je ne dessine pas les seconds tours, que ce soit pour François Fillon ou Marine Le Pen, avant qu'ils aient eu lieu. Maintenant, je pense qu'il y a de très fortes chances qu'elle soit au second tour. Et que je pense qu'il y a de fortes chances qu'elle remporte l'élection présidentielle. Parce qu'il y a un vrai mouvement du monde, qui n'est pas de revenir au 19e siècle, comme souhaite le faire dans de nombreux domaines M. Fillon, mais plutôt d'aller vers le protectionnisme, la régulation économique et la régulation migratoire, ce que ne souhaite pas non plus François Fillon. Alors oui, ils vont s'unir
Mais donc, il y a une forme d'hypocrisie, si vous voulez, dans les primaires de droite, puis primaires de gauche. Pourquoi n'avoir pas fait une primaire directement, entre tous, pour choisir leur candidat de premier tour, le candidat du parti commun, du programme commun et du parti unique? Ça aurait été plus honnête vis-à-vis des électeurs, puisqu'ils vont faire semblant de se combattre au premier tour avant de se mettre ensemble et de faire voter l'un pour l'autre. Là, vous avez des adversaires qui ont un bilan contre un parti qui présenterait un candidat qui n'est pas en mesure de proposer aussi un bilan. C'est peut-être là qu'il y a un déséquilibre. Je pense que c'est une chance de ne pas avoir de bilan. On a des bilans dans les communes et ils sont très bons. Une baisse de la fiscalité locale, amélioration de la sécurité, dynamisation des associations, des centres-villes. Voilà, vous allez miser là-dessus pour la campagne présidentielle? C'est le seul bilan que nous payons. Concrètement, est-ce que vous avez des infos sur la façon dont vous allez organiser ces stratégies anti-Fillon? Vous allez aller dans des villes moyennes, vous allez dire attention, si vous voulez être Fillon, voilà les dégâts qui vous pendonnent. Comment ça va se passer? Parce qu'on sent quand même que vous êtes énervé par cet adversaire. Non, il m'énerve pas. J'aime beaucoup moi, comme adversaire. Parce que je pense qu'il y a plusieurs angles d'attaque. Le conservatisme de François Fillon plaît quand même à certains électeurs du Front National. Tu vous discutes avec des personnes âgées, plus de 65 ans, vous leur dites demain le vaccin contre la grippe n'est plus remboursé. Ou une femme enceinte. Il peut affaiblir son programme. Il peut le modérer. Oui, il peut faire. Alors, il y a 4 mois de campagne, je sais ce que je veux dire. Il peut déjà trahir sa première campagne, sa première promesse qui était de dire je ne change pas mon programme. Vous avez raison, mais ça montrerait que c'est quelqu'un qui n'est pas solide et qui n'est pas constant. Ou qui est responsable, et qui regarde les choses en face. Vous discutez avec une personne âgée, ou une femme enceinte, et vous lui expliquez cette affaire du vaccin contre la grippe. Vous allez à un poste de douane qui n'existe plus, puisque nos douanes ont été démantelées, les Français le savent, notamment ceux qui habitent sur les zones frontalières, et vous voyez tous ces poids lourds qui passent, immatriculés en Europe de l'Est, alors qu'il y a 10 ans, c'était quand même marginal. Aujourd'hui, c'est la norme. On subit une concurrence déloyale énorme. Vous voyez les migrants qui arrivent. Et François Fillon, pendant ce temps-là, nous explique que les frontières nationales, je le cite, c'est une démagogie, c'est un leurre. Non, moi je pense que c'est une urgence absolue, c'est une nécessité absolue. C'est comme ça qu'on fait campagne. C'est sur le terrain par des cas extrêmement concrets, en allant voir une entreprise, un cas particulier, et on fait ressortir une problématique générale. À propos de programme, vous parliez de santé il y a un instant, vous nous confirmez bien que dans le programme de Marine Le Pen, on ne touchera pas au remboursement intégral des frais liés à l'IVG. Aujourd'hui, c'est pris en charge depuis 2013. Je vous le confirme. À alors 100%, puisqu'elle l'a elle-même confirmé hier. Quand on lit les propos de Marion Maréchal Le Pen en disant il faudra y toucher à ce remboursement intégral, je parle pas de l'IVG, mais ça veut dire qu'elle n'est pas dans la ligne, et ça vous regrettez ce genre de propos? C'est son opinion personnelle qui est bien connue d'ailleurs, mais ça n'est pas le projet de notre candidate à l'élection présidentielle. Comme ça, qui n'est pas n'importe qui, je dirais que ça vous pose problème, ça vous pose question. Il peut y avoir une... Marion Le Pen a été recadrée par Marine Le Pen. Il est toujours préférable de défendre la ligne, le projet de la candidate à l'élection présidentielle. C'est une évidence. Maintenant, elle a son opinion personnelle, elle a bien le droit. Ce que je vous dis, moi, c'est le programme présidentiel. Le droit à l'IVG, évidemment, sera là, rien ne sera changé dans les remboursements. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. En fait, rien ne change. Remboursement intégral, rien ne change. Voilà, ce qui n'empêche pas une politique familiale active à côté. On aide les familles, par exemple, en n'augmentant pas la TVA, en rétablissant une vraie politique d'allocation familiale digne de ce nom, une vraie politique de crèche, une vraie politique de logement étudiant. Je crois que c'est comme ça que concrètement on aide les familles. Là aussi, François Fillon, par ces mesures antifamiliales comme la hausse de la TVA ou la politique en matière de santé, va aggraver la situation des familles françaises. Je crois que c'est le président de la Mutualité française qui a chiffré son programme santé à 1 200 € de dépenses supplémentaires rien que pour la santé pour une famille avec 2 enfants. 1 200 € par an, ça fait 100 € par mois. Je crois que ça n'est pas soutenable pour les familles. Voilà. Mais maintenant, si on veut... a dit qu'il allait retravailler ce programme santé. C'est pas gravé dans le marbre, apparemment. Oui, écoutez, même Bernard Accoyer sur ce plateau, qui est médecin, qui est secrétaire général des Républicains, vous le savez maintenant, a même carrément dit qu'ils y travaillaient. Oui, enfin, sa conseillère santé, je crois Madame Stopa-Lyonnais, a encore dit dans le journal Les Échos il y a quelques jours ce que je vous ai dit en début d'émission, c'est-à-dire les troubles digestifs, les dents, la grippe, etc. Florian Philippot. Il n'y a pas que ça dans son programme. Où serez-vous dans l'organigramme de la campagne de Marine Le Pen? Quel rôle allez-vous jouer très concrètement? Je suis dans le membre du Conseil stratégique qui se réunit dans quelques heures d'ailleurs. C'est l'instance un peu politique et puis je suis vice-président du Front à la stratégie et à la communication, donc je fais un peu la même chose, mais en mode campagne. Merci Florian Philippot, vice-président du Front National, d'avoir été l'invité de Territoire d'Info ce matin. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Bonne journée. Voilà, et
j'accueille Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, qui vient débriefer les propos de Florian Philippot. Et j'accueille Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin. Bonjour Denis. Bonjour Yves, bonjour à tous. On démarre tout de suite, si vous le voulez bien, par Manuel Valls. On va évidemment débriefer ce que nous a dit Florian Philippot. Mais quand vous voyez cette entrée en campagne, donc d'abord celle de la primaire socialiste, quand on voit les réactions... Vous avez vu son air sombre là? Oui. Je vois l'air sombre d'Yves Tréhard, c'est pour ça que je me tourne vers lui. Quand on voit les réactions de certains leaders à gauche, à commencer par Arnaud Montebourg, qui était notre invité hier dans Territoire d'Info depuis Montpellier, on se dit que c'est pas du tout gagné pour Manuel Valls de faire le rassemblement. Ah bah non, il peut pas, ça peut pas être gagné. Sauf que c'est ce qu'il préconise. Ça peut pas être gagné parce qu'il a préconisé tout le contraire. Il a dit que les gauches étaient irréconciliables. Il a pas hier soir. Il avait raison d'ailleurs. Il faut que la gauche explose parce que c'est complètement hallucinant de voir ce parti socialiste qui marche sur deux jambes qui n'ont rien à faire ensemble. Enfin, je veux dire, vous avez une gauche classique qui en appelle toujours aux mannes de Jaurès, de Blum et tout ça. Et celle-là, qu'elle vit. C'est l'histoire de la gauche, hein, ça, Yves. C'est l'histoire de la gauche. Et ça, Montebourg l'incarne très bien. C'est pas du tout la gauche de Valls intrinsèquement. Et Valls, il incarne une toute autre gauche que lui a volé Macron, d'ailleurs. Donc il est un peu orphelin, si vous voulez, là, notre ami Manuel Valls. Il a plus le repère du Parti socialiste parce que, ce Parti socialiste... D'ailleurs, lui tourne le dos, si j'ai bien compris, Martine Aubry et beaucoup de classiques du parti. Et puis, cette nouvelle gauche, deuxième gauche, comme aurait dit Mitterrand, elle est plutôt partie du côté de Emmanuel Macron. Denis Jambard. Moi, je crois qu'il a un problème majeur maintenant, Manuel Valls, parce que, au fond, on lui reconnaissait, dans sa carrière, une cohérence. C'est un homme qui était assez courageux. Hein. Rappelez-vous la primaire de 2007, 2012. Enfin, il a toujours transgressé. Et là, tout d'un coup, sa cohérence explose en vol. Parce qu'il veut rassembler. Elle explose totalement en vol. Parce qu'il veut rassembler. Oui, mais vous ne pouvez pas dire, il y a 4 mois ou 5 mois ou 6 mois, qu'il y a deux gauches irréconciliables. Et démarrer votre campagne sur le thème de la conciliation, pour le citer, et de la réconciliation. Alors pourquoi est-il candidat? Je veux dire, vous expliquez là. Il est candidat parce que, on l'a déjà dit avec Yves sur ce plateau, il essaie de préparer son avenir. C'est pas pour ce coup-ci, vous voulez dire? En effet, se joue surtout dans cette primaire. Je crois que tous les dirigeants socialistes ont plus ou moins intégré, c'est jamais joué, hein, mais ont plus ou moins intégré le risque d'une défaite cinglante. Sauf Emmanuel Macron. Donc, mais lui, il est sorti. Et pas au Parti socialiste. Il est sorti. Il est sorti parce qu'il a compris ça. Et donc, si vous voulez, ils se projettent tous dans l'après-mai 2017. Et l'après-mai 2017, l'enjeu, c'est qui va contrôler le parti. Et celui qui sortira en tête de la primaire a quand même des bonnes cartes entre les mains. Parce que là, on est sur un hippodrome, là. Ils sont chacun dans leur couloir. C'est celui qui va gagner, qui va remporter, c'est le calcul qu'ils font, qui remporte le parti. C'est la mainmise sur le Parti socialiste qui compte. C'était le calcul de Lionel Jospin à l'époque. Hein. Enfin, chacun va sortir de son couloir pour essayer de bousculer l'autre, oui, quand même. Bien sûr. Mais alors, c'est là où ça va plutôt ressembler à du stock-car. C'est là où Valls est quand même assez contradictoire avec ce qu'il est et ce qu'il a dit. Par le passé, c'est que Valls a toujours estimé que le Parti socialiste tel qu'il existait était un parti moribond qui n'avait pas d'avenir, que c'était... fallait changer de nom, le débaptiser. Et là, il fait d'une certaine façon tout le contraire. Et tout ce qu'il prônait il y a quelques années, c'est précisément Emmanuel Macron qui pourrait peut-être le faire. C'était une stratégie qu'a eu Lionel Jospin face à Jacques Chirac à l'époque. Oui, enfin Lionel Jospin, non, pas tout à fait, parce que Lionel Jospin n'était pas du tout transgressif. Comme il avait tout le parti derrière lui. Comme l'est Manuel Valls. Lionel Jospin. Non, mais il partait dans une candidature pour se positionner, c'est ça que je veux dire. Oui, mais parce que Emmanueli, il y avait quand même à l'intérieur du Parti socialiste une petite guerre de position. Emmanueli ne faisait absolument pas, je dirais, le consensus autour de lui. Donc Jospin est sorti du bois, ce qui n'était pas prévu. Une petite question, est-ce que c'est de nature à changer la stratégie de Marine Le Pen, qui est élaborée depuis l'été, et on a posé la question à Florian Philippot, il a dit non, nous on a quasiment tout prévu. Le Marine Le Pen, c'est pas la gauche son souci, c'est François Fillon. Vous avez vu votre invité Florian Philippot, c'est François Fillon qu'il vise. Il cible François Fillon. Et oui, parce qu'en plus Marine Le Pen, si on écoute François Fillon, j'avais l'impression, le ton en moins, hein, d'être avec Georges Marchais ce matin. C'est exactement
la même chose. Il nous ressort le patriotisme. Florian Philippot, vous voulez dire. Oui, complètement. Vous avez dit François Fillon, vous avez fait un lapsus. Non, pas François Fillon, loin de là. Mais Florian Philippot, c'est Georges Marchais. Enfin, je veux dire, le ton en moins, c'est... Mais évidemment, mais attendez, tout ce qu'il dit sur le plan économique... Ça va lui plaire, ça. Vous allez le voir à la sortie. C'est pas mon problème. Tout ce qu'il dit sur le plan économique, c'est effectivement ça. C'est-à-dire qu'ils conduisent la France droit dans le mur, là. C'est-à-dire que c'est terrible, c'est dramatique même. Hein. Et ce qui m'amuse, c'est ce mot patriotisme qui revient sans arrêt. Oui, ils ont abandonné le mot nationalisme. Nationalisme pour patriotisme. C'était trop sulfureux. Comme ça, ça met un peu d'eau dans le vin. Qui était aussi le mot, moi j'ai toujours en souvenir, les emplois d'abord aux Français de Georges Marchais avant d'être... Non mais c'est vrai que la critique que fait le Front National contre le programme de François Fillon est une critique de gauche. De gauche... de gauche radicale. Oui, radicale. Voilà. Mais il s'adresse à l'électorat maintenant aussi de la gauche pour essayer de récupérer tout ce qui va pouvoir être récupérable après les primaires socialistes. Alors, pendant ce temps-là, la cote de François Hollande explose, plus 13 points, 29%, presque 30 disent approuver, des regrets, hein. disent approuver le chef de l'État. Et pour succéder à Manuel Valls, qui va-t-il... C'est quoi votre pronostic? Quelle personnalité pour Matignon? Écoutez, j'en sais pas grand-chose. Plutôt infidèle, Stéphane Le Foll plutôt... Non, mais c'est vrai que quand on parle de Marisol Touraine, je ne serais pas très étonné que ça soit elle. D'abord parce qu'elle est très fidèle. Depuis le début du quinquennat. Elle était fidèle à Valls au départ. Hein. Oui, mais bon, voilà. Et puis bon, c'est une femme et ça compte. Il n'a pas eu de femme comme Premier ministre. Il y en a eu rarement dans l'histoire de France, c'est vrai. L'histoire de Édith Cresson. Édith Cresson, et ça s'est pas très bien terminé d'ailleurs. Bon voilà, et puis elle n'a pas des dossiers. Le problème avec Cazeneuve et Le Drian, c'est qu'ils sont sur des sujets qui peuvent être brûlants d'un jour à l'autre. Moi, je ne fais pas de pronostic parce que c'est très difficile de rentrer dans le cerveau compliqué de François Hollande. D'ailleurs, les Français, même si aujourd'hui ils saluent, en fait, ils saluent peut-être son départ, mais son enjeu pour les 5 derniers mois, pour les 5 mois qui lui restent, c'est quand même de construire une sortie honorable. Et donc, il ne faut pas qu'il se trompe dans le choix du Premier ministre. Il faut que ce tandem, ce couple exécutif fonctionne bien et offre aux Français une image responsable et respectable. Je pense que c'est ça qui doit le préoccuper. Si ça n'est pas ça, eh bien alors ça sera la combine politique pour tirer les ficelles de la primaire et de la présidentielle, et en tout cas de la gauche dans la présidentielle. On n'a pas fini, à mon avis, d'entendre François Hollande. Peut-être on ne l'entendra pas pendant la primaire, mais à la fin du mois de janvier, il va parler. Ça sera le mot de la fin. Merci Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci Denis Jean-Bart, éditorialiste à Nice Matin, Challenge et Sud Radio. On passe maintenant au zapping, le premier zapping politique des matinales d'info télé. On le regarde ensemble. Oui, je suis candidat à la présidence de la République. À lui, aujourd'hui, de trouver les mots, les comportements, les attitudes pour réunir, pour fédérer, pour rassembler. Vous êtes fâché? Oula, c'est pas très chaleureux. Fâché? Non, je suis pas fâché du tout. Les ponts sont pas coupés, mais il appelle pas son porte-parole pour annoncer sa candidature à la présidentielle. C'est au-delà des mots. C'est une conviction totale. Je veux tout donner pour la France qui m'a tant donné. Le président de la République française sortant, qui devait être candidat à sa propre succession, se retrouve dans l'incapacité de se présenter parce que et Macron et Valls ont tout organisé pour le faire renoncer. Et lorsqu'on pense que c'est François Hollande qui a fait leur carrière, eh bien voilà, c'est le combat des traîtres à gauche aujourd'hui. Pour les raisons que je vous ai dites, je prendrai du temps et je ferai mon choix avec le recul nécessaire. D'ailleurs, lui, ils essaient. On est en train d'essayer de m'empêcher de parler. Et je ne vois pas pourquoi on m'empêcherait de parler et pourquoi il y aurait une telle autorité, une telle mise en scène pour ça. Les choses, on vous invite pour non, vous mais je ne parle pas de vous, madame. Je parle des primaires. À François Hollande, je veux dire mon émotion, mon affection. Sa décision est celle d'un homme d'État qui place l'intérêt général au-dessus de tout.
L'hommage qu'il a rendu à François Hollande a dû faire sourire beaucoup de Hollandais, quand on sait qu'il a achevé politiquement le président de la République il y a quelques jours. Donc je crois que Manuel Valls est très bon sur les estrades, mais il nous a montré le contraire quand il était Premier ministre. Le problème n'est pas d'être le candidat de la gauche, ou même de gagner une primaire. Le problème est de savoir comment on est unis non pas autour d'un homme providentiel ou d'une femme providentielle, mais autour de nos valeurs. On sent qu'il a du mal à garder ses nerfs et on le voit souvent très énervé, très agressif, ce qui n'est pas rassurant pour quelqu'un qui veut maîtriser le bouton nucléaire ou l'ensemble des responsabilités qu'incombent à un chef de l'État. J'ai pu avoir des mots durs, susciter des débats, des incompréhensions. C'est ça la gauche, c'est le débat, c'est la controverse. Mais j'ai toujours assumé les décisions collectives, parce que c'est ça aussi l'esprit de la gauche. Vous connaissez un meilleur candidat? J'en connaissais un. Oui. Je serai présente pour soutenir un candidat qui représente le cœur des valeurs du Parti socialiste. Est-ce que c'est Manuel Valls qui représente les valeurs? Ce n'est pas évident, on va voir. Hein. C'est lui qui avait voulu, je crois, débaptiser le Parti socialiste. Bref, il a un certain nombre d'éléments à son actif biographique qui montrent qu'il n'était pas toujours finalement dans la tradition politique que je représente. Mais après tout, je ne donne aucune leçon à personne de ce que doit être la gauche. Quant à Emmanuel Macron en voyage à New York, il n'a pas souhaité commenter cette candidature concurrente depuis l'étranger. Voilà, c'était Territoire d'Info, l'émission de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale préparée par Soumaya Benaïssa. On se retrouve demain à la même heure. Merci à tous. Bonne journée. Politique Matin, présenté par Brigitte Boucher, dans un instant. À quand le décollage de l'apprentissage en France? On s'interroge dans Droit de Suite pour commencer un documentaire, Apprentis et citoyens. Puis le député Jean-Patrick Gilles, la journaliste Floriane Finet, la directrice de centre de formation Michel Muret et le chef cuisinier Alain Fontaine seront à mes côtés pour comprendre pourquoi l'apprentissage tarde autant à prendre son envol dans notre pays. Droit de Suite, présenté par Jean-Pierre Gracien, ce soir à 20h30.